Bah, écoute, merci d'être là déjà pour cette interview. Complètement. C'est vraiment top que tu puisses nous accorder cette interview. Si tu peux commencer rapidement, tout simplement, par te présenter et présenter DJS Avocat. Bien sûr. Alors, je suis David Smadja. J'ai cofondé le cabinet d'avocats DJS Avocat, qui était initialement un cabinet, quand je l'ai fondé, axé sur la pratique corporate. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment axé ma pratique sur l'accompagnement des entrepreneurs innovants et des sociétés à forte dimension technologique. Je les accompagnais beaucoup dans toutes les opérations de haut de bilan, donc les opérations de levée de fonds, les opérations effectivement de financement sans effet dilutif, donc beaucoup d'émissions obligataires. Et au fur et à mesure, on a adossé d'autres briques, une brique nouvelle technologie, une brique commerciale et une brique droit social. Donc aujourd'hui, on est un cabinet plutôt pluridisciplinaire, mais toujours axé sur le conseil. Quelles sont en fait les étapes à suivre pour une jeune start-up d'un point de vue légal lorsqu'elle veut faire sa première levée de fonds? Alors là, c'est une très bonne question. Il y a des processus évidemment qui sont aujourd'hui devenus market practice, mais le premier sujet, je pense, qui est vraiment très important, c'est de savoir déjà auprès de qui on s'adresse. C'est-à-dire que quand on est en préamorçage, c'est-à-dire très tôt dans la vie d'une jeune entreprise, d'une start-up, on va évidemment pas s'adresser au même type d'investisseurs que si on est déjà sur une activité qui est soutenue. Donc, le premier point qui est extrêmement important, c'est à qui on s'adresse. Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, il y a des process. On a toujours effectivement, si on est en préamorçage, la possibilité de transmettre au départ ou de se voir transmettre une LOI de la part d'investisseurs. Une fois, ce qui est une manifestation d'intérêt ou une lettre d'intention. Et une fois qu'on a déjà des investisseurs intéressés, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, première étape, c'est identifier les investisseurs. Deuxième étape, c'est avoir en fonction du stade de développement des LOI. Et ensuite, c'est commencer techniquement à rentrer dans le vif du sujet, donc à négocier les premiers éléments, à savoir la valorisation de l'entreprise et négocier les conditions d'entrée au capital et aussi quelles sont les futures obligations et droits à la fois des fondateurs, mais aussi des futurs fonds d'investissement ou des investisseurs. Donc, si on récapitule, on a toujours identifié, on a toujours obtenir au moins une manifestation d'intérêt, on a ensuite commencé à négocier et ça se traduit par ce qu'on appelle l'établissement d'un term sheet, qui est un petit document qui va venir condenser l'ensemble des conditions d'entrée au capital de ces futurs investisseurs. Et une fois qu'on a finalisé la négociation, on signe ce term sheet-là. Ça veut dire qu'on a un accord. Et une fois qu'on a cet accord, on passe à la dernière phase qui est la phase closing, c'est-à-dire qu'on va matérialiser l'entrée de ces investisseurs au capital par à la fois la rédaction de la documentation qu'on appelle corporate, tous les PV d'assemblée générale qui viennent justement constater l'entrée des investisseurs, et la documentation qu'on appelle contractuelle, qui est le fameux pacte d'actionnaires qui va régir les relations entre les investisseurs et les fondateurs pendant 15 ans. Avec toutes ces étapes, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un avocat ou un leveur de fonds? Alors, le leveur de fonds, ça va dépendre des situations. Je veux dire, moi, j'ai autant de clients qui viennent, qui sont accompagnés par des leveurs de fonds que de clients qui viennent et qui ne sont pas accompagnés. En fait, ça va vraiment dépendre de la structuration de la startup. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça arrive très souvent que les startups soient pas bien staffées, qu'elles n'aient pas un DAF. Parce que c'est vrai que quand on commence à rentrer en processus de levée de fonds, inévitablement, on va rentrer en roadshow et donc on va devoir aller s'adresser à beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de fonds, faire beaucoup de rendez-vous. C'est chronophage. Et en plus de ça, il faut avoir des compétences en finance parce qu'il faut aller défendre son BP. Et parfois, quand on est une toute petite structure et qu'on n'a pas nécessairement encore constitué une équipe, c'est là où le leveur de fonds, qui peut même parfois être appelé DAF externalisé, parce qu'il peut jouer le rôle de directeur financier temporaire le temps d'arriver à la levée de fonds, là, ça peut être un peu intéressant. En ce qui concerne l'avocat, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, ça paraît tellement évident aujourd'hui. Il y a des pays où ça l'est moins, où on va normer les opérations de haut de bilan et où le conseil juridique n'est pas obligatoire. Là, en l'occurrence, c'est plus que conseillé de se faire accompagner par un avocat parce que, déjà, on a un fonds d'investissement où on a des investisseurs qui, eux, sont généralement rompus parce que, ils connaissent l'exercice.
les startups ne le connaissent pas nécessairement toutes. Donc, quand on ne connaît pas l'exercice, pour éviter d'avoir à négocier des clauses dont on ne comprend pas les contours ou se voir imposer des restrictions qui sont disproportionnées, parce qu'en fonction de la taille du deal et en fonction finalement du montant et de la valo, tout n'est pas acceptable. Donc, c'est toujours bien de se faire accompagner par un avocat qui est un avocat qui fait beaucoup de private equity ou du venture capitalisme, donc qui accompagne beaucoup ces sociétés-là dans le cadre de leur financement. Et c'est bien de le faire parce que on sait aujourd'hui qu'est-ce qui est market practice, qu'est-ce qui l'est moins, quels sont les éléments sur lesquels on peut négocier, quels sont les éléments sur lesquels on évite de négocier. Parce qu'il faut toujours, évidemment, il y a toujours une part de négociation et la négociation est toujours présente. Du coup, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon avocat en levée de fonds? C'est quoi les critères? Je pense qu'il y en a plusieurs, bien évidemment, mais le premier, c'est la question de la vulgarisation. C'est quand on reçoit un term sheet, quand on reçoit les premières exigences des investisseurs, voilà aujourd'hui ce qu'on attend des fondateurs si on rentre au capital. Premier point important, c'est de savoir vulgariser, faire comprendre quels sont ces engagements. Vous avez des entreprises qui ne le comprennent pas toujours. Donc, il faut bien avoir conscience de quand on parle d'un ratchet, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça permet derrière à un investisseur de se reluer? Oui, mais comment? Donc, premier exercice, c'est bien évidemment de permettre, nous on est un facilitateur et on permet aux entreprises et à nos clients de bien comprendre ce que les investisseurs attendent et quels sont les engagements. Une fois qu'on a fait ce travail de vulgarisation, c'est évidemment un travail de conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, cette clause-là, est-ce qu'elle est proportionnée? Est-ce qu'on doit nécessairement accepter cette clause-là? Ou est-ce que, compte tenu de l'enjeu, compte tenu des particularités de l'entreprise, compte tenu aujourd'hui du timing, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir aller négocier? Et en fait, ça nous appelle au troisième point, c'est la question de la négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on représente des entreprises, il faut bien évidemment négocier certains termes et certaines conditions qui sont imposables. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ces tours de financement deviennent de plus en plus normés. Ça signifie que généralement, les exigences se ressemblent beaucoup aujourd'hui d'un deal à un autre, mais pour autant, il y aura toujours une marge de manœuvre pour la négociation. Donc moi, mon conseil, c'est vulgariser, évidemment conseiller sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et derrière, venir négocier pour arriver au meilleur deal pour nos clients. Question sur tout cet aspect négociation. Alors déjà, juste avant, est-ce que tu peux repréciser qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'associés finalement, en quoi c'est essentiel, et ensuite, est-ce qu'il y a des éléments à négocier dans ce pacte d'associés et comment bien les négocier, et éventuellement, est-ce qu'il y a des choses qui sont non négociables? Alors, je vais essayer de le faire assez rapidement. Le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés, c'est évidemment un document qui est central. Pourquoi? Parce que c'est un contrat entre, d'un côté, les fondateurs et d'un autre côté, les investisseurs qui va venir régir leurs relations pendant 5, 10, 15 ans. Ce qui signifie que c'est un contrat qui va s'imposer pour les fondateurs d'une startup pendant un long moment. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce document? Dans ce document, c'est évidemment les obligations réciproques des parties, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'ensemble des clauses qui vont venir s'imposer et qui vont venir imposer parfois aux fondateurs d'adopter une attitude ou plutôt qu'une autre. Maintenant, il y a toujours dans un pacte d'actionnaires 3-4 catégories de clauses. Les premières catégories qui sont toujours qui font sens quand on en parle à des startups ou à des start-upers avec lesquels on lève des fonds, c'est tout ce qui concerne le contrôle de l'entreprise. Là, il faut toujours être vigilant. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir parfois une toute petite quotité de votre capital, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des investisseurs qui vont mettre beaucoup d'argent, mais qui, de l'autre côté, vont avoir que très peu d'actions parce qu'on va venir valoriser son entreprise de manière importante. Donc, ça signifie qu'ils ne vont avoir parfois que 3, 4, 5, 10, 15, 20% du capital de l'entreprise. Mais pour autant, puisqu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, les fonds vont exiger parfois la création d'un organe complémentaire qu'on peut appeler board. Ils vont vous dire, vous savez, vous allez devoir venir nous consulter, nous les investisseurs, si vous souhaitez prendre un certain nombre de décisions qui sont pro-business. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'on enlève du pouvoir de décision des fondateurs pour permettre aux investisseurs
de devenir des décideurs. Et donc, tout bonnement, on va se retrouver avec des clauses, avec si demain vous devez embaucher un salarié dont la rémunération brute annuelle doit être supérieure à 90 000 euros, eh bien vous devez venir nous voir et obtenir l'autorisation d'un membre fondateur et d'un membre également du board, donc d'un investisseur. Donc, première catégorie de clauses sur laquelle on arrive à négocier, c'est celle-ci. Les deuxièmes catégories de clauses, c'est tout ce qui est transfert de titres. C'est évidemment le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a le contrôle, on a aussi la détention du capital. Ce qui veut dire que demain, on va avoir des règles qui vont gouverner le transfert de ces actions. Je vous donne un exemple. Si demain, vous avez un investisseur qui met 1 million d'euros sur la table, est-ce qu'il va vouloir intégrer ce qu'on appelle une clause de liquidation préférentielle? Demain, si on vend la boîte, si la boîte est cédée, alors évidemment, je ne rentre pas dans la technique parce que le temps imparti est court, mais si demain, la boîte est vendue, est-ce que l'investisseur aura la faculté de récupérer ses billes et donc son investissement avant que les fondateurs ne récupèrent une partie de ce capital, enfin du produit de la vente? Donc, ce qui concerne le transfert de titres, les agréments, les préemptions de premier rang, si un associé souhaite vendre des actions, peut-être que certains investisseurs peuvent préempter, racheter prioritairement les actions avant d'autres associés, notamment avant les fondateurs. Ça se négocie, mais à la marge. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait qu'une société fonctionne et ce qui fait qu'une société peut être aussi valorisée, c'est qui est au capital de l'entreprise. Donc, si on voit demain, évidemment, un associé qui cède ses titres, eh bien demain, évidemment, des investisseurs peuvent se dire « mais non, nous, on a parié sur une équipe, donc il faut qu'on puisse empêcher cela ». Donc, toutes les clauses qui concernent les transferts de titres sont primordiales et on les voit dans tous les pactes. Et le dernier très gros sujet, c'est une clause un peu particulière, c'est pour ça que je la mets de côté. On a évidemment des clauses plus atypiques, mais c'est ce qu'on appelle les clauses de lever. Et ça, c'est très important de le signaler parce que un investisseur, quand il investit dans un projet, il investit sur du moyen terme, il n'investit pas sur du court terme. Et quand il investit, c'est sur un projet, mais c'est avant tout sur une équipe. Donc, ça signifie que si demain, on a un investisseur qui investit 1, 2, 3, 10, 20 ou 50 millions d'euros et que moins de 6 mois après, un des fondateurs décide de démissionner, évidemment, on pourra, dans la quasi-totalité des situations, se retrouver avec une société qui n'aura plus de sens et dont l'activité va très rapidement, il n'y aura plus d'activité. Donc, pour contrer cela, les investisseurs vont imposer une clause de lever pour dire « attendez, nous, on met de l'argent, mais si vous décidez de partir avant, vous allez certainement perdre le droit de pouvoir valoriser vos actions. Et donc, vous allez devoir les vendre à une valeur très faible. » Cette clause-là, elle est systématique et elle s'explique par le fait que c'est une clause dissuasive. On ne veut surtout pas que l'équipe sur laquelle on investit parte avant l'expiration d'une durée de 3, 4, 5, 7, 8 ans, qui est la durée pour que finalement, on puisse amener cette société d'une start-up à une scale-up. Donc ça, c'est des clauses sur lesquelles généralement, on a du mal à négocier. On peut les négocier à la marge, mais elles figureront toujours dans un pacte d'actionnaires. Je reviens sur la clause de liquidation préférentielle dont tu as parlé. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Est-ce qu'elle peut être imposée finalement par un fonds d'investissement? La clause est imposée la plupart du temps par un fonds. Alors, j'ai fait des opérations avec des groupes de business angels où très rarement on n'a pas vu figurer cette clause parce que on était en préamorçage, les montants n'étaient pas très importants et surtout, on sait que ça va arriver au tour qui suit. La liquidité, en tout cas, tout ce qui est la clause de liquidation préférentielle, ça signifie que, en fait, un fonds d'investissement va avoir le droit, dans le cas où la société est vendue, de récupérer ses billes avant les fondateurs. Ce qui veut dire que, puisqu'ils ont pris le risque d'investir 1 million d'euros, on se retrouve dans une situation où, si demain la société est vendue, on va avoir des tours de distribution du produit de la vente de la société. Premier tour, chacun récupère la valeur nominale, c'est-à-dire pas grand-chose. Tour qui suit, les investisseurs récupèrent le montant de leur investissement et le tour suivant, s'il reste de l'argent, au prorata finalement des participations de chacun. Ça signifie quoi? Ça signifie que si la valorisation est très importante au moment de la revente et beaucoup plus importante qu'au moment où l'investisseur est rentré, ça ne change rien pour personne. Mais par contre, si la valorisation est inférieure ou égale au montant de la valorisation à laquelle le fonds d'investissement est rentré, ça signifie que techniquement,
le grand gagnant va être le fonds d'investissement qui va récupérer ses billes. Et le risque, dans certaines situations, c'est de voir des fondateurs qui ne récupèrent quasiment que peu ou pas d'argent. Donc, c'est une clause sur laquelle il faut bien la comprendre, bien la cerner et parfois, effectivement, ne pas hésiter à en négocier les contours. Parce que vous avez des fondateurs qui eux-mêmes ont beaucoup investi du temps et aussi parfois de l'argent. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du contrôle de la société, des fondateurs. Est-ce que, selon toi, c'est nécessaire pour les fondateurs de garder le contrôle de leur société et est-ce qu'éventuellement, ça arrive que les investisseurs, justement, éjectent ces fondateurs? Alors, le contrôle, ça fait partie des 3 grandes catégories de clauses que j'ai évoquées. Le contrôle, tant qu'on peut le garder, on le garde. Mais il faut avoir en tête que très rapidement, quand on va faire rentrer des investisseurs, évidemment, eux vont pas vouloir supplanter les fondateurs, mais vont vouloir être consultés et vont vouloir évidemment parfois sur certaines décisions qui sont hautement stratégiques et sur certaines décisions qui impliquent parfois de dépenser l'argent des investisseurs, en tout cas l'argent qu'ils ont mis au capital, dans cette situation-là, ils vont vouloir être co-décisionnaires. Ce qui veut dire que comment ça se passe une clause? On va créer un board parce qu'il faut partir du principe que un actionnaire n'a que des actions et ces actions, par définition, lui donnent le droit de participer à des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Et ces assemblées générales, elles n'ont pas vocation à parler de la bonne marche de l'entreprise. Elles ont simplement vocation à parler, pourquoi pas, de modifications statutaires ou de modifications du CABIS ou de distribution de dividendes. Mais elles n'ont pas vocation à parler de la bonne marche de l'entreprise, la gestion de l'entreprise. Donc, on va créer artificiellement un nouvel organe. Généralement, dans les SAS, on a le président, le directeur général ou des directeurs généraux délégués. Mais on va créer un nouvel organe. Cet organe-là, on va l'appeler comité stratégique. Comité consultatif parfois parce qu'il ne sera pas décisionnaire, ou board. Le board, effectivement, il faut que j'en parle à mon board, il faut que j'obtienne la validation du board. Ce board-là, on va dire que c'est un nouvel organe, et cet organe-là, on va avoir peut-être des membres, parfois 5 membres, 3 membres du côté investisseur, 2 membres du côté fondateur pour donner le lead aux investisseurs, et on va choisir une liste de décisions pratiques pour lesquelles il va falloir consulter et avoir la majorité de ce board. Et donc, par exemple, on va vous dire tous les investissements supérieurs à 50 000 euros. On va vous dire toutes les embauches supérieures à 80 000 euros brut, la vente d'actifs qui sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise, la création de filiales à l'étranger. Ça peut être également pouvoir se porter, prendre des engagements financiers. Ça peut être également aller porter des actions en justice. Si demain, on souhaite attaquer un de nos concurrents parce qu'il a eu des actes de concurrence déloyale et que les montants en jeu seront généralement importants, il faut obtenir la décision et un accord du board. Et ça, c'est généralement dès lors qu'on arrive à un préamorçage plus ou moins important ou une série A, ça figure dans 100% des packs d'actionnaires. On ne peut pas aujourd'hui se départir d'une clause comme celle-ci. Et de l'autre côté, ça veut dire quoi? Ça signifie que il y a moins de décisions où on a besoin de l'approbation de ce board pour certaines décisions, mais pour autant, ce board n'a pas vocation à gérer à la place des fondateurs. Donc, les fondateurs conservent leur pouvoir de gestion, mais pour certaines décisions qui sont sensibles, il faut aller effectivement obtenir l'accord du board. Et l'accord, généralement, pour pas que ce soit contraignant, on va avoir ce qu'on appelle des consultations écrites électroniques où il suffit d'envoyer un mail avec l'ensemble des membres du board pour obtenir leur validation par écrit et pouvoir aller rapidement ensuite prendre cette décision. Selon toi, est-ce qu'il faudrait prévoir ou est-ce qu'il faut prévoir la sortie des différents fonds d'investissement en fait lors de la levée de fonds et de la négociation de ce pacte d'associés ou d'actionnaires? C'est aussi évident, mais pour autant, c'est aussi compliqué. Pourquoi? Parce que le pacte d'actionnaires a vocation à traiter de toutes les situations. Elle a vocation à traiter de la gestion, elle a vocation à traiter des entrées, elle a vocation à traiter des sorties, elle a vocation à traiter des sorties qui sont des sorties amiables, mais aussi des sorties litigieuses. Et donc, effectivement, parfois, on est obligé de traiter de la sortie future. Le fonds d'investissement, lui, n'a pas vocation à rester aujourd'hui plus de 5 à 7 ans dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est l'activité principale, c'est de rentrer pour sortir et pour réaliser une plus-value. Donc, généralement, on va avoir des clauses où, au terme de 5 ans, 7 ans,
on va obliger les fondateurs à réfléchir à la question de la vente de l'entreprise de deux manières. La première manière, c'est de dire, nous, investisseurs, on aimerait bien que vous puissiez nous proposer une solution de sortie. Et auquel cas, est-ce que vous voulez racheter ou est-ce que vous connaissez un fonds qui est capable de racheter nos titres ou est-ce que vous connaissez une solution de rachat? Et deux, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à mandater une banque d'affaires pour trouver un repreneur. Mais si vous ne parvenez pas à retrouver un repreneur pour nous, sachez qu'il faudra évidemment envisager la cession de 100% des titres de la société et la cession de l'entreprise elle-même. Parce qu'on le sait, il est parfois plus simple de vendre une entreprise parce qu'on a des sociétés qui veulent faire de la croissance externe et racheter d'autres sociétés plutôt que de vendre une participation minoritaire. Donc, à 5 ans ou à 7 ans, alors c'est une obligation, ce qu'on appelle de best effort, une obligation de moyens, parce qu'encore une fois, c'est un marché, donc il faut que quelqu'un soit en mesure de proposer une offre de rachat. Mais les fondateurs doivent aller soit chercher un repreneur, soit mandater une banque d'affaires pour trouver un repreneur et permettre une cession de l'entreprise et donc évidemment une sortie de ces investisseurs. Eh bien, et donc en fait, quelles seraient les différentes répercussions en cas de non-respect de toutes ces clauses dans un pacte d'actionnaires? En fait, si vous voulez, quand on parlait de clause de leaver, c'est la clause de bad leaver. Ça veut dire que s'il y a deux situations, c'est soit si tu quittes prématurément tes fonctions ou si tu es révoqué pour une faute grave ou une faute lourde ou si tu es licencié pour une faute grave ou pour une faute lourde, tu seras dans l'obligation de céder tes actions dans l'entreprise à une valeur décotée qui est parfois égale à pas grand-chose. Mais si tu ne respectes pas un certain nombre de clauses, la loyauté contractuelle, la bonne foi, la clause de non-concurrence, l'exclusivité, ou et quand on dit de bonne foi, c'est par exemple ne pas souhaiter mettre en place un processus de sortie et tout faire pour le bloquer. Si ces situations-là arrivent, alors les investisseurs pourront révoquer ou licencier pour une faute grave et lourde. Et évidemment, la répercussion, c'est l'obligation des fondateurs de vendre pour zéro. Donc, le risque, c'est évidemment de se retrouver éjecté et dans l'obligation de céder ses actions, parfois à des valeurs décotées, donc des valeurs moins importantes que la valeur réelle de l'entreprise. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'une levée de fonds mal préparée juridiquement et des répercussions, ou à contrario, d'un pacte d'associés bien ficelé qui a aidé les entrepreneurs? Alors, j'ai vu quelque chose que j'avais trouvé surréaliste, notamment sur cette clause de leaver, un pacte d'actionnaires, évidemment pas négocié par un avocat, dans lequel on a trouvé une clause de leaver où on disait que si demain le fondateur, alors évidemment pour qu'il soit licencié, il faut qu'il soit plus majoritaire, mais il ne l'était plus. Un fondateur, s'il se fait licencier pour une cause réelle et sérieuse, cette cause est assimilée à un bad leaver, ce qui signifie que si jamais il est licencié pour une cause réelle et sérieuse, il peut être obligé de vendre les actions de sa société pour 1 euro. Et ça signifie quoi? Ça signifie que finalement, une cause réelle et sérieuse, il y en a des millions. Ne pas convoquer une assemblée générale dans les temps, parfois peut être assimilable à juste une cause réelle et sérieuse. Là, le problème, c'est que du coup, pour une faute qui n'est même pas pour une attitude qui peut parfois même relever de l'insuffisance professionnelle, on se retrouve avec un fondateur qui a pu être éjecté de la société 4 ans après l'avoir fondée, alors que pendant les 4 premières années, il a permis à la société vraiment d'être bien capitalisée. Et donc, justement, ça a été un levier de négociation pour des investisseurs ou pour d'autres associés pour lui permettre de quitter sans vraiment, en tout cas, réaliser la plus-value à laquelle il s'attendait. Donc ça a été dramatique. Un pacte bien ficelé, c'est aussi un pacte où on a des engagements qui sont aussi protecteurs des intérêts des associés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un associé peut commettre une faute la 3e ou la 4e année qui peut justifier parfois son licenciement, qui peut justifier parfois la vente de certaines de ses actions. Mais quand on part du principe qu'il a travaillé parfois pendant 3 ans sans avoir de rémunération et qu'il a œuvré vraiment pour le développement de la société, il faut quand même qu'il puisse capitaliser sur ces 3 ans. Et donc, il faudrait lui permettre vraiment de bien vendre au moins quasiment la totalité de ses actions et donc de les vendre à la valeur réelle et de lui permettre de réaliser la plus-value. Et c'est cette plus-value parfois qui constitue la rémunération d'un fondateur. Les fondateurs ne vont pas se rémunérer
au départ pendant les 3-4 premières années. Et il ne faut pas oublier que parfois, le premier financeur des startups, parfois c'est Pôle emploi, parce qu'on a beaucoup de fondateurs qui aujourd'hui ne vont pas se verser de rémunération et qui continuent les premières années à bénéficier justement de leurs droits. Donc c'est là où il y a un vrai sujet. Donc un pacte bien préparé, c'est un pacte aujourd'hui où on protège quand même les intérêts des fondateurs. On ne peut pas échapper parce qu'il faut quand même qu'il y ait des clauses qui responsabilisent les fondateurs, mais il faut quand même leur permettre de réaliser une exit ou si ils vendent leur titre, leur permettre de réaliser une plus-value et d'éviter ces situations qui sont parfois très préjudiciables. On arrive sur la dernière question, c'était très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un mot pour la fin, quelque chose pour nos lecteurs? Oui, un mot. Alors, le processus de levée de fonds, c'est un processus qui est chronophage, qui est parfois délicat, difficile parce que les négociations peuvent être parfois très simples, parfois très compliquées, parce que dans un tour de financement, on n'a pas tout le temps un seul interlocuteur. On a parfois 10, on en a parfois 15. Nous, on a fait des tours de financement, on a tout eu. On a eu des groupes de business angels, on a eu des fonds d'investissement, on a eu des particuliers, on a eu des premiers associés, investisseurs qui réinvestissaient. Et là, pour le coup, c'est là où je pense que l'accompagnement aujourd'hui par un professionnel du droit ou un professionnel du chiffre, cet accompagnement est primordial parce que ça permet quand même, d'une certaine manière, de pouvoir sécuriser les intérêts et sécuriser évidemment la position des fondateurs. Et je pense que c'est un travail qui est un travail important de la part de l'avocat, mais aussi de la part des fondateurs. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'une levée de fonds, ça se prépare, ce n'est pas un long fleuve tranquille parfois. Et c'est vrai que parfois, on pourrait penser le contraire parce qu'on en entend parler beaucoup des levées de fonds avec des montants astronomiques. Et il y a beaucoup d'investissements en France, certes, mais il y a beaucoup de travail derrière aussi. Et c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre.